On va se dire les vraies affaires. Avec la pandémie, on s'est privé. On a manqué des petits bonheurs qui nous font tellement plaisir. Chaque année, je vous vante la pizza au homard du Mézeray. C'est un régal haut de gamme que le chef Sébastien maîtrise parfaitement. Tout le monde fait de la pizza, mais personne ne fait la pizza au homard du Mézeray, sauf le Mézeray. Sauce de bisque, ciboulette, zeste, oignon rouge, un quart de livre du meilleur du homard. Indécente, parfaite, inimitable. On la veut, on la mange. La pizza au homard du Mézeray, Mézeray.com. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. On vous retrouve avec bonheur aujourd'hui. Vous nous retrouvez sur gillesparent.com, sur Spotify, Parents et Amis, Google Podcasts, Balado de Apple et le canal YouTube sur le vocable Parents et Amis. Également sur Apple Store, vous pouvez télécharger gratuitement l'application des Balados Parents et Amis, pratique et facile d'utilisation. On a un gros sujet aujourd'hui qui touche tout le monde. Vous avez peut-être l'impression d'en avoir de moins en moins pour votre argent à l'épicerie. Normal, le panier a bondi de près de 10% en avril par rapport à la même période l'an dernier selon Statistique Canada. Et cette pression à la hausse sur les étals risque de se poursuivre. Pour nous éclairer aujourd'hui sur les enjeux liés à l'alimentation, rencontre avec Sylvain Charlebois, économiste, analyste, commentateur et surtout professeur en distribution des politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Bonjour, Food Professor, comment ça va? Oui, ça va bien. J'ai pas trouvé une version française pour The Food Professor parce que les Anglais ont de la difficulté à prononcer mon nom. Hein? Ah oui? Fait que Food Professor, Charlebois. c'est plus facile. Sullivan Charlebois, c'est ça. Mais Food Professor, ça dit ce que ça dit. Moi, je trouve ça correct. Puis, de toute façon, l'essence, Ouais, quand on parle en français, l'essentiel va en français aussi. Et on peut exact. dire, Sylvain, que c'est du jamais vu à peu près dans toutes les sphères de nos vies depuis la pandémie mondiale. On est bousculé dans plusieurs habitudes. Additionné à la guerre en Ukraine, moi, ma première question un peu générale, jusqu'à quel point la crise sanitaire aura changé nos habitudes de consommation? Ah, absolument. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire là, que les choses ont changé Mhm. grandement. Eh bien, et c'est dû vraiment, la pandémie nous a forcé à adopter de nouvelles habitudes, bien sûr. Il y a beaucoup plus de trafic en ligne. Voyez-vous, avant la pandémie, 1,7% des ventes au détail en alimentation étaient en ligne. Là, on est au-dessus de 7%, là. Donc, on voit que puis là, quand on parle d'un bond de 5-6%, là, on parle de peut-être 10 milliards de dollars de ventes, là. C'est pas Oh, rien, OK. là. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup d'argent. L'industrie du détail en alimentation au Canada vaut à peu près 140 milliards, là. Fait que quand on parle de 1%, là, c'est beaucoup d'argent, là. Est-ce que c'est C'est, circonstanciel, Sylvain? Est-ce que ça va rester? Là, ça a bougé beaucoup, mais est-ce que c'est appelé à redescendre ou c'est une croissance qui va continuer à monter? Moi, je pense que ça va continuer parce qu'on le voit déjà, les entreprises investissent beaucoup. Mhm. Sobeys, Loblaws, Metro, Walmart. On voit que l'automatisation, la robotisation prend beaucoup de place, plus de place qu'avant. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que c'est là pour rester. Ça, c'est un aspect important parce que, tu sais, dans le fond, la chaîne d'approvisionnement, c'est comme un peu démocratisé hein, avec la pandémie. Les gens, quand ils magasinent en ligne, s'aperçoivent qu'il y a un paquet de fournisseurs qui ne savaient pas qu'ils existaient, qui existent tout d'un coup. Il y a même des producteurs agricoles qui vendent directement aux consommateurs. Il y a des Mhm. transformateurs, il y a les restaurants. C'est vraiment assez occupé, là, ça. Parce que les gens, d'ici l'année prochaine, là, à la fin de 2023, on estime que 70% du marché du travail va travailler au moins une journée par semaine à la maison. Fait que c'est beaucoup de monde qui va rester à la maison, là. Il me semble qu'il y a comme un paradoxe, cher Food Professor. On voit de plus en plus de gens cuisiner, c'est vrai. Il y a des gens qui se sont remis à la cuisine ayant du temps un peu pendant la pandémie. Mais en même temps, on Ouais, voit de plus en plus d'offres de repas préparés. Les Good Food et ouais. les autres, et même dans les épiceries, vous parliez de Sobeys, les grands ont compris qu'ils ne pouvaient pas se laisser faire. Donc, il y a énormément de repas préparés. Donc, les deux se font en même temps. Est-ce que vous voyez la même chose? Oui, en fait, ça dépend de quoi on parle parce qu'il y a quand même plusieurs segments. Il y a le prêt à manger,
OK, qu'on achète évidemment à l'épicerie, Mhm. en ligne. Oui, Il y a aussi les trousses repas comme oui, Good Food. oui. Les trousses repas, nous, on croit que le marché a cessé de prendre l'expansion. OK. Depuis déjà quelques temps, là. Pourquoi? Alors, c'est simplement parce que ben, il y a une chose que Gilles, que les gens s'aperçoivent pas, c'est que les recettes, là, ça se protège pas. C'est pas de la propriété intellectuelle. Fait que les gens commandent le trousse, gardent la recette, s'en vont à l'épicerie pour Ben oui. acheter des produits à moins cher parce que J'avais même ces pas pensé trousses-là, à ça, mais c'est tout à fait ben non, logique. c'est 10-12 $ par repas, par personne, sans ça. Alors, c'est sûr que les gens, surtout avec l'inflation à 10%, les gens, là, ils font attention avec leur argent. Puis ça, c'est l'autre facteur qui affecte beaucoup de monde actuellement, là, c'est l'inflation alimentaire. Les gens, quand ils arrivent à l'épicerie, ils vont pas nécessairement acheter les mêmes marques, ils vont pas nécessairement acheter le même volume, ils vont pas aller au même endroit nécessairement. On voit vraiment que les consommateurs, de façon générale, sont beaucoup plus économes qu'avant, là. On surveille plus, oui. Tout le Oh, monde le ouais. fait. En parlant entre amis, on le voit, là. C'est pas tout le monde qui va prendre le Publisac puis qui va regarder les rabais, mais tout le monde regarde. Ben, par exemple, ça te prend une protéine, tu arrives, tu vois que le poulet est en spécial. Ben, pourquoi pas un poulet au lieu d'autre chose? C'est vrai. La plupart des gens vont faire une variation sur place. Ouais. Puis l'autre chose aussi, c'est que ce qu'on s'est aperçu au laboratoire, c'est que 26% de la population a changé d'endroit primaire pour acheter des produits alimentaires. Tout le Ah bon? monde a sa place favorite, hein? Ouais. À Québec ou à Montréal ou ailleurs, là, on va Mhm. toujours avoir une épicerie, puis après ça, on s'en va ailleurs pour trouver des aubaines. On va y aller peut-être une fois par mois, une fois ou 2 semaines, peu importe, là. Et puis, bien sûr, 26% à cause des déménagements, à cause du fait que les gens ont eu un plus peur de sortir, Mhm. ben, ils ont décidé de changer d'endroit. Carrément. Et ça l'a amené à d'autres opportunités pour l'industrie et d'autres changements. L'autre chose, c'est que, évidemment, si les gens déménagent, s'en vont vers les banlieues, Montréal est un exemple parfait, là. Il y a une dépopulation à Montréal causée par la COVID. Ben, les épiciers, eux autres, qui ont des magasins au centre-ville, ben, ils révisent leur parc immobilier. Donc, commencent à bâtir ce qu'on appelle en anglais des dark stores, des magasins fantômes. C'est des magasins qui, justement, permet à la bannière d'offrir un service virtuel pour un Mhm. marché restreint. Et ces gens-là, évidemment, les consommateurs n'ont pas accès aux magasins fantômes. C'est vraiment, le design est fait pour supporter une stratégie cybernétique, là. Ce qui m'a frappé aussi, en tout cas dans notre environnement, quand on regarde l'épicerie, évidemment, tout le monde fait l'épicerie, mais une des choses dont j'entends le plus parler, puis probablement que vous êtes plus au fait que nous là, de ça, c'est un magasin comme Walmart, par exemple, ou qui Ouais. c'était au Québec, en tout cas, et ça s'était fait ailleurs avant, mais qui a commencé dans l'alimentation il y a quelques années, a mis la pédale au fond, puis il y a beaucoup de gens qui se rendent compte. Ben, moi, ce que j'entends, c'est que ceux qui étaient des gros consommateurs de Costco ont switché de Costco à Walmart parce qu'ils n'ont pas d'abonnement à payer, et la marque, mettons, de la céréale de leur fils ou de leur fille, qui n'ont pas au Costco parce qu'ils ont quelques marques seulement, ils se rendent compte que Walmart est plus près d'une épicerie normale, mais il y a toujours des prix assez bas. Donc, j'imagine que c'est un élément majeur. On parle moins de Walmart, mais c'est une très grosse compagnie qui veut Oui. garder, qui doit prendre de la part, à mon avis. Oh, oui, non, absolument. C'est évidemment les gros joueurs qui perturbent un peu le marché, sont Walmart et puis Costco. Mhm. Pour de différentes raisons. Dans le cas de Walmart, c'est la logistique qui est exceptionnelle. Les prix, eux sont reconnus pour être comme on dit en bon français, des tueurs de catégories. Donc, eux vont cibler une centaine de catégories OK. pour laquelle ils vont être le plus bas possible toujours. OK? Toujours. OK. Comme pâte à dents, peu importe, là. OK. Dans le cas de la bouffe, c'est la même chose. Puis maintenant, depuis quelques années, il n'y a pas un nouveau Walmart sans que 50% de la superficie est dédiée à l'alimentation. Les superstores, là. OK. Donc, Fait c'est que, une tendance lourde, il n'y a aucun doute. absolument, absolument. Alors, c'est pour ça que, et OK. dans le cas de Costco, le modèle de Costco est assez facile à comprendre. C'est 3000 produits à 15%. Donc, ils font 15% sur chaque produit.
mais il y a juste 3000 produits. Donc, on nous demande comme consommateurs d'acheter en gros, en acheter beaucoup à la fois, mais on sait que le prix va être bon. Dans la Ouais. plupart des cas. Pas toujours, mais dans la plupart des cas. Puis Mhm. on paye à l'avance. On paye pour avoir le permis d'acheter à Costco. C'est 5 millions de membres qui payent 50 dollars. Donc, si vous calculez vite, Gilles, c'est 250 millions de dollars, puis ils n'ont pas vendu un produit Il encore. commence l'année avec ça. Le Ouais. privilège de C'est, payer moins c'est cher. une- Costco, c'est une banque. Costco, c'est une banque. Ils n'achètent pas l'inventaire qu'ils nous vendent. L'inventaire est acheté dès que l'inventaire est vendu. Fait que c'est un modèle qui est absolument incroyable. Oui. J'ai toujours été impressionné par ce modèle-là. Ouais. Ouais. Ça prenait du culot pour y penser, puis ça marche. C'est Ça marche. drôle des fois parce que, tu sais, j'ai rencontré Costco l'année passée. La maison mère est à Ouais. Ottawa, Costco OK. Canada. Puis on m'a invité pour discuter avec les 105 gérants de chaque magasin au Canada. Il y en a 105 au Canada. Ils étaient tous dans la même salle. J'avais 1 heure avec eux. Puis je leur contais des anecdotes là, lors de mes visites au Costco. Par exemple, tu sais, je me souviens ici à Halifax, Costco qui vendait des kayaks à côté de la boulangerie. Tu sais. Dans votre Tu sais, réunion, est-ce qu'ils venaient en paquet de 12, les gens, pour vous parler? c'est ça, fallait acheter 3 kayaks pour le prix d'un. Fait tu sais, eux autres, là, vraiment, ils regardent, c'est 3015%. That's it. C'est ça la rapproche. OK, c'est très simple Ouais. comme ça. Je vais aller sur un autre sujet d'actualité qui influe évidemment sur les prix. La guerre en Ukraine. Moi, je veux savoir les impacts directs sur le monde de l'alimentation. Où et comment, dans le fond, où ça fait le plus mal? Qu'est-ce qui touche le plus? Parce qu'on a parlé du blé, tout ça. Fait que moi, ça me dépasse un peu. Je veux comprendre là, les effets de la guerre en Ukraine sur l'alimentation mondiale et la nôtre en Amérique du Nord, sinon au Canada. Ben, en fait, moi, écoutez, moi je t'inquiète, là. Vraiment, là, je sais pas si vous avez eu la chance de lire ma chronique dans le soleil, là, Oui. aujourd'hui, mais je suis vraiment inquiète. Je suis vraiment inquiète du fait que les gouvernements au Canada, autant au Canada qu'aux États-Unis, je pense pas qu'on comprend ce qui se passe. On va manquer de nourriture, là. Dans 90 jours, là, on va manquer de nourriture. Là, on a débuté notre cycle de 90 jours de production, là, Canada-US et l'Europe, mais on sait bien que l'Ukraine est affectée par ce conflit-là, ce massacre-là Mhm, mhm, mhm. par la Russie. Et l'Ukraine, à chaque année, nourrit à peu près 400 millions de personnes. OK? Ça, c'est à peu près les États-Unis, là. OK? Mais l'Ukraine n'est pas là cette année, là. Fait que Ça la fait un nourriture trou. va arriver. Ça fait un Ah trou. oui, il va y avoir un déficit pour le blé, pour l'orge, pour le tournesol, un paquet de produits. Et puis là, tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer là, en septembre-octobre, là. En septembre-octobre, là, je vous dis, il va y avoir 220 à 250 millions de personnes qui vont souffrir de faim. Pas au Canada, mais en Orient, au nord-est de l'Afrique, puis certaines parties de l'Europe vont être affectées. C'est incroyable. Puis l'Allemagne, l'Allemagne, OK, qui est un pays développé, là, on ne parle pas de l'Éthiopie, on parle de l'Allemagne. Il estime que d'ici la fin de l'année, les prix des produits alimentaires vont augmenter de 20 à 50 Mais voyons. au détail. Ouais. Oh, ouais. Mais, et puis Est-ce là, est-ce que ben, vous les gens. pensez qu'inévitablement, dans une situation exceptionnelle comme ça, je fais un lien avec en fait, la panne sanitaire qu'on a eue, la crise mondiale, les gouvernements ont dû intervenir de façon massive. Est-ce que c'est ça que les gouvernements vont faire pour soutenir? Parce qu'à 50 on comprend qu'à moitié du monde ne peut plus faire l'épicerie. Ah non, c'est sûr. Puis bon, c'est sûr que les gens me demandent qu'est-ce qui se passe au Canada. Mais nous, en Amérique du Nord, on est un peu dans une bulle de sécurité alimentaire parce qu'on produit beaucoup de nourriture. Dans Il y en a l'Ouest, entre beaucoup autres. qui. Puis même au Québec, Ouais, oui. c'est ça. Ouais, mais c'est sûr que les prairies, par exemple, produisent pour le monde, là. Mais on transforme beaucoup de produits en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Fait on ne devrait pas avoir de problème d'approvisionnement et d'accès. Le problème, c'est l'abordabilité alimentaire. OK. Euh, OK. ac- ouais, actuellement, le taux d'inflation alimentaire est à quoi? 9,5, 9,7 à peu près, là. Au Québec, on flirte autour de 10. Moi, je vous dis, Gilles, là, actuellement, là, par rapport à l'inflation, on est probablement à la fin de la première période, là.
d'une période de hockey, d'une Oh, partie de hockey, ouais. là. Faudrait pas Fait qu'il qu'il y y ait de en a encore. supplémentaires en plus. Ouais. C'est les Canadiens de Montréal, c'est la glace, là. Fait que Ouais. la partie va être longue, là. Fait que c'est Fait que, tu sais, finalement, on n'est pas sorti de l'auberge, on est au oh début. non! OK. C'est pour ça, moi, je suis vraiment inquiète. Je suis vraiment inquiète, puis normalement, depuis 3 ans, je fais attention, là. Tu sais, je veux pas faire paniquer les gens, mais ça va aller mal, là, cette année, là. C'est pas drôle. Puis j'aimerais ça vous dire de bonnes nouvelles aux gens par rapport à ce qui se passe. Puis il y a de belles choses qui se passent, mais vraiment en bout de ligne, là, c'est sûr que le coût des intrants pour à peu près tout le monde. Moi, je pense à plusieurs entreprises dans la région de Québec, région de Montréal, qui achètent beaucoup, beaucoup d'ingrédients, sucre, Mhm, lait, mhm. viande, épices, huile végétale, tout ça. Tout va coûter plus cher en raison de ce qui Ça s'en touche tout le vient monde. Ça dans va toucher, ça 80. va toucher les transformateurs, ça va toucher les restaurants, ça va toucher tout le monde à la maison. Puis finalement, on ne peut pas vraiment se passer de manger. Puis en plus, Exact. si on additionne à ça les taux d'intérêt qui sont en montée, donc qui font craindre tous les gens qui ont mis en branle des projets en se demandant s'ils vont être capables de les soutenir. D'une part, d'autre part, le prix de l'essence. La guerre en Ukraine, on a l'air à étirer. Il n'y a rien qui nous dit que ça va se terminer demain matin. Fait que les prix de l'essence, il n'y a rien qui nous dit non plus que ça va descendre. Fait on a beau chercher les bonnes nouvelles. Hmm. Exactement. Fait que c'est sûr que, tu sais, si vous voulez une bonne nouvelle, je peux vous dire qu'on commence à donner une réelle chance aux produits locaux. Oui, Pourquoi? Parce que le coût énergétique augmente, là. Tu sais, c'est vrai. ça coûte cher, là, ramener du stock de la Californie maintenant, là. Alors, on donne une chance aux produits locaux. Ça c'est une bonne nouvelle, ça. Fait que c'est certain que les Québécois, les producteurs québécois, eux, ont une bonne chance de faire de bonnes affaires cette année parce que si on fait des comparatifs entre ce qui est produit domestiquement versus ce qui arrive d'ailleurs, c'est certain que l'importation n'est plus nécessairement une solution pour l'abordabilité alimentaire. C'est devenu un problème. Justement là-dessus, Sylvain, le Québec a parlé durant la pandémie d'accélérer vraiment l'autonomie alimentaire. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Parce que c'est dans la lignée de ce que vous dites, les serres. Je sais qu'il y a des produits du Québec qu'on a maintenant à l'année, entre autres les concombres du Saguenay et les tomates qu'on a depuis quelques années. Est-ce qu'on l'a Ouais, fait? Est-ce qu'on a poussé? Est-ce qu'on a aidé? Est-ce qu'on est allé assez vite pour avoir un impact prochainement? ouais, moi je pense que oui, il y a un bel effort. Moi, je suis pas mal. Je suis rendu un peu un fan du MAPAC puis du ministre André Lamontagne OK? parce que je vais ailleurs. Tu sais, notre laboratoire, on a travaillé avec 7 provinces canadiennes depuis 3 ans. Et OK? puis, je dois vous dire, vraiment, là, puis moi, je fais de la critique en masse là, quand c'est le temps, mais quand on a à louanger quelqu'un, c'est toujours aussi le temps de le faire. Puis dans le cas du Québec, particulièrement avec la stratégie d'autonomie alimentaire, moi je trouve qu'il y a quelque chose de bon qui se passe au Québec. Bon, les serres de Mers, un Mhm, exemple. mhm. Kraft Heinz revient à Montréal, un investissement de 22 millions. Il y a d'autres. On valorise la production artisanale parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent en campagne et là, tout d'un coup, on valorise l'agriculture de proximité Mhm. beaucoup plus qu'avant. Avec l'UPA, avec l'Union des producteurs agricoles, on hésitait toujours au MAPAC. On voulait pas trop euh, bousculer les choses avec les membres de l'UPA, mais là, il y a vraiment une ouverture qui fait en sorte que l'agriculture au Québec là, se libéralise davantage. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il y a l'impulsion des jeunes générations qui poussent pour que les modèles de l'industrie changent? Oui, absolument, parce que, tu sais, le Québec fait face au même précipice générationnel que tout le monde, là. Ben oui, ben oui. L'âge moyen d'un producteur agricole au Québec est de 55 ans. Fait que c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, là, acheter des quotas à quelques millions de dollars, c'est beau, là, mais éventuellement, là, il faut penser à la relève. Fait que l'agriculture de proximité, justement, peut permettre, justement, aux plus jeunes d'avoir accès à l'agriculture. Avant, moi, sérieusement, là, l'approche de l'Union des producteurs agricoles me dérangeait beaucoup parce que c'est comme si l'agriculture appartenait seulement qu'à un groupe sélect de Mhm. personnes dans la société, là. Mais moi, j'ai toujours pensé que l'agriculture appartient à tout le monde. À tout le monde.
Fait que si quelqu'un veut devenir agriculteur, là, on devrait leur donner le choix et on devrait aussi les aider aussi le plus possible. Mais c'était pas comme ça. C'est vraiment depuis quelques années, là, en vertu de la stratégie d'autonomie alimentaire, là, on valorise davantage la participation urbaine, entre guillemets, là, des urbains qui veulent justement faire la transition vers la campagne, là. J'ai des questions, toujours dans le sujet, mais qui me tracassent. Entre autres, je me demandais le fameux Uber Eats. Moi, je ne suis pas un grand consommateur, mais mes amis l'utilisent énormément, les applications, tout ça. Puis je regardais ça, je me disais, c'est-tu un genre de Tinder de la bouffe, cette affaire-là? Dans le sens Ouais. non, mais dans le sens où tu as envie de quelque chose, tu le désires, tu appelles, bang, il est à la porte, c'est réglé. Donc, c'est l'impulsion, puis tout ça. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Ben, c'est ça. En fait, c'est un peu, oui. Tu sais, les connexions, c'est important. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce qui se passe actuellement, c'est qu'on reconnaît que, tu sais, l'agriculture offre quelque chose d'unique à tout le monde, pas Oui, juste à quelques personnes. oui, Souvent, souvent, la seule façon d'intégrer l'agriculture, c'était d'être un enfant d'un agriculteur ou d'une oui. agricultrice. Mais là, aujourd'hui, n'importe qui peut justement participer à la stratégie d'autonomie alimentaire du Québec, là. Oui, ça demeure important. Je voulais savoir pourquoi, à moins que ma stat que j'ai vue ne soit pas bonne, on dit que dans la belle province, au Québec, donc les prix des repas au restaurant, c'est eux qui augmentent le plus au Canada. Je me demandais pourquoi. Euh, c'est dur à dire parce que c'est sûr que les statistiques, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je pense, voici ma théorie, OK? c'est que les prix, moi je voyage beaucoup, hein, justement, j'arrive de Toronto cette semaine. Euh, les prix au Québec, là, en restauration, sont pas si élevés que ça, là. Fait que, moi je trouve qu'à Montréal, à Québec, là, on a accès à de la très bonne nourriture, de très belles tablées pour pas cher. Moi, Surtout vous comparez à d'autres villes canadiennes, entre autres. ouais, d'autres villes canadiennes. Ma femme vient de Québec. On, Oui. on va visiter nos. Tu sais, on sort à Mhm, Québec, puis je mhm. trouve toujours, tabarnouche, on en a eu pour notre argent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un phénomène de rattrapage là, au Québec, là, en raison des coûts, là. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui ramasse Peut-être les les mesures plus élevées. restaurateurs. Il y avait beaucoup plus de mesures, tu sais, les fameux, les rideaux, les plexiglas. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont duré longtemps au Québec. Je ne sais pas si, si ça compte, mais Ben, non, l'Ontario, il a goûté aussi, hein. ouais, c'est vrai. Oh, il a goûté pour. Ben, c'est sûr que le Québec, moi, je trouve qu'on est allé pas mal plus loin pour affecter à peu près tout le monde. Tu sais, comme les couvre-feux, là. Oui. Deux fois, la veille du jour de l'an, en plus. Non, ça, c'est oui. Ça, c'était. C'est peut-être J'étais le au pire Québec. moment. Là. Il y a des restaurateurs qui le disent. Je pense qu'ils vont mourir puis ils vont penser encore à ça tellement ils ont perdu d'argent le 31 Moi, décembre. j'étais. Pour le couvre-feu du jour de l'an, j'étais au Québec. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Ça, c'était cruel de faire ça. Ben, tu sais, vous avez peut-être raison. Il y a peut-être certaines mesures qui ont été appliquées au Québec qui ont vraiment fait mal à la restauration, puis il y a vraiment on est en mode rattrapage, là, C'est vraiment, possible. là. Ça peut être un Ouais. élément. Question de curiosité, mais vous êtes la meilleure personne, Sylvain, pour y répondre. Il y a des consommateurs, mais des amis qui me disent, mais il semble que les dates de péremption sur les produits arrivent plus vite qu'avant. Il nous semble que les aliments frais sont moins frais longtemps, que les produits sont mûrs plus vite. Est-ce qu'on rêve? Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment. Moi, j'ai un terme pour ça, c'est la duraflation. Oh, La- j'aime ça. Moi, je suis un chercheur, hein, Ben je peux oui. inventer des Puis noms un de même. conférencier, ça paraît aussi. Vous avez des bons punch, les mots punchés. C'est ça. En anglais, on appelle ça shelflation. C'est que, en raison du fait que les chaînes d'approvisionnement tournent au ralenti, sont pas aussi efficaces qu'avant. Effectivement, Gilles, il y a beaucoup de produits qui arrivent en magasin qui sont pas aussi frais qu'avant. Donc, le temps tablette est réduit. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, en fait, la duraflation, c'est que la durée de vie des aliments est plus restreinte en raison de ce qui se passe avec. Souvent, les produits alimentaires vont être laissés sur un quai, vont être dans un cargo, Mhm. un camion plus longtemps. Et c'est pour ça, là, les gens se sont aperçus de tout ça. Donc, il y a la réduflation, donc moins pour la même argent. Les gens se sont aperçus qu'il y a Ben oui.
Il y a beaucoup, beaucoup de paquets qui ont été réduits en volume. Ça, c'est la réduflation, et il y a Ouais. la duraflation. Et la duraflation, c'est vraiment la fraîcheur, la qualité des produits qui ont été affectés par les chaînes d'approvisionnement. La mode du faux vrai, la fameuse viande sans viande, l'imitation de protéines animales, ça marche-tu, ça? Ça marche encore? Ça dépend. Nous, on s'est penché sur ce marché-là il y a quelques semaines. Nous, on a regardé les prix parce que on trouvait que les prix là, sont quand même assez élevés. Dans le service, en restauration, je dois vous dire, ça va quand même relativement bien. Les chaînes vendent beaucoup de ces produits-là, mais au détail, pas tant que ça. Mais le OK. problème, c'est que ces produits-là sont très chers, sont 38 à 40 plus chers que les équivalents animaliers. Donc, Fait c'est que la c'est beaucoup, conviction, là. là, ça devient quasiment une religion, là, parce Ah que ouais. le Quelqu'un prix... qui achète du Beyond Meat, par exemple, là, Mhm. faut vraiment. Dans le fond, là, actuellement, là, les produits à base de protéines végétales en magasin sont vraiment pour l'élite flexitarienne, là. Sans ça, le commun des mortels, pourquoi payer 40% plus cher pour un produit quand on peut acheter un bon steak pour mettre sur le barbecue? Ouais. Tu sais, je comprends pas, là. Fait que pour les flexitariens, eux autres, soit qu'ils concoctent leurs propres produits à la maison, ou ils disent, moi, je vais continuer à manger du bœuf, du poulet ou du porc. Vous disiez, Sylvain, en début de balado, qu'il y a de plus en plus de technologies, des grosses compagnies n'ont pas le choix, des robotisés et autres, mais je me demandais, est-ce que l'Asie, entre autres, je pensais au Japon, ceux qui ont été technologiquement très avancés, est-ce que eux sont en avance en ce qui concerne les avancées technologiques du monde alimentaire? Est-ce on est en retard par rapport à eux? En fait, un peu. Moi, je trouve que oui. En fait, on est toujours en retard, à mon avis, là. C'est certain que, en tout cas, moi, j'espère qu'un jour, on va se laisser inspirer davantage par d'autres marchés. Mais pour l'instant, c'est pas, ça arrive pas. Les choses changent pas si vite que ça, malheureusement. Parce que, tu sais, il faut comprendre, Gilles, le domaine agroalimentaire, c'est un domaine classique, Oui. traditionnel. Il y a beaucoup d'entreprises familiales. Ils aiment les choses comme ils sont. Puis, jusqu'à un certain point, ils ont raison, là, parce que quand on parle de bouffe, on parle de tradition, de Oh oui. culture. Ça me fait Tu sais, penser au vin, ce que vous dites, les problèmes qu'ils ont en France puis en Italie. Les nouvelles générations poussent avec les bouchons dévissables et les anciens disent non, 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 la tradition, ça prend. C'est vrai, c'est difficile de faire bouger des industries qui existent depuis très longtemps et des façons de faire qui ont toujours été pérennes. Exactement, exactement. Alors, c'est pour ça que, tu sais, l'innovation en alimentation, ça a toujours été un genre de mécanisme là, de risque parce que, tu sais, d'un côté, on veut innover, on va offrir quelque chose de nouveau, mais en même temps, il faut honorer les traditions et les cultures aussi. Fait que c'est toujours un jeu délicat d'innover en alimentation. Et l'arrivée massive des protéines végétales, évidemment, est un bon exemple. Juste pour finir, on va terminer l'entretien parce qu'on va se reparler à un autre moment, mais sur la technologie, vais aller là-dessus parce que c'est une chose qui est visible pour tout le monde, qui est nouvelle puis qui s'installe assez rapidement. Les fameuses caisses libre-service, ça Oh semble oui! fonctionner. Moi, ça me surprit un petit peu, mais finalement, je les utilise moi aussi. Fait que je me dis, Ah ouais? mais là, je me demandais à qui ça profite cette affaire-là. Et vous les utilisez puis vous sacrez après aussi? Ben oui. Là, je trouve qu'elle me parle beaucoup, la machine. Hein. Attention, objet disparate. Vous avez enlevé un sac. Là, à un moment donné, je me dis, écoute, j'ai l'impression d'être d'un sketch. Là. Mais non, mais en fait, c'est quand même une installation Walmart. Dans notre coin, nous autres, ça doit être partout au Canada, mais ils ont décidé, il n'y a plus du tout de caissier. C'est complètement. C'est 25 machines, puis arrangez-vous. Mais le monde y va. Là. Je te dis, ils ont décidé que c'était ça. Mais ça a été vite Ah, comme changement, je trouvais. ah non, ouais, absolument. Puis, tu sais, au début, je pense que c'était à peu près, il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de gens qui aimaient haïr ces machines-là. La technologie s'améliore un peu, mais écoutez, Gilles, ça va être, ces postes-là sont difficiles à combler, hein. Je comprends. On a beau dire, ah, c'est des machines qui volent des emplois à des humains. Mais La réalité, ouais. C'est c'est très des difficile. emplois de début d'entrée. Là. Ah ouais. Puis il n'y a personne qui veut faire ces jobs-là. C'est mécanique, c'est Ouais. répétitif.
Puis les gens commencent à comprendre. Tu sais. Puis si on a à payer ces gens-là 25 de l'heure, ben c'est sûr on va devoir payer pour Plus cher à ailleurs. l'épicerie aussi. Mais là. moi, Ben je oui. me disais, est-ce que tout le monde est honnête là-dedans? Caroline, t'as-tu marqué 2, t'as marqué 3, t'as-tu passé tous tes Ah, items? pour ce qui est du vol? Ouais. Ben, ça, c'est une bonne question. Ben, J'ai pas de données là-dessus, mais ben c'est voyons sûr donc. qu'on n'enlève pas l'humain parce qu'il y a toujours Ben, quelqu'un surtout qui que est les là. coûts sont faramineux. Je me dis, il y en a qui doivent être tentés de sauter un petit morceau de bacon à 9 piastres. Oups, à C'est sûr, travers. Tu sais, c'est sûr. je sais pas, là. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que on a fait une étude là-dessus il y a 2 ou 3 ans. 5 à 7% des gens sont victimes d'une erreur humaine à la caisse avec un humain. Oh, OK. Fait OK? que je devrais vérifier mon papier d'épicerie C'est plus souvent. mauvais prix, Mauvaise mauvais quantité, peut-être. code. C'est ça, exactement. Il y a toujours une erreur, 5 à 7%, puis la majorité des erreurs, en fait, va contre le client. Mais cette fois-ci, quand on opère une machine tu sais, de libre-service, on est un peu maître, là. On est maître, on est en contrôle un peu. Mais c'est sûr, Gilles, il y a probablement un peu de vol, que ce soit intentionnel ou non, là, parce que je suis certain Oui, qu'il y a oui, il peut y beaucoup de avoir les gens qui deux. Je suis volent. d'accord. Ben, c'est ça, exactement. Ils Ouais, doivent être ouais. calculés quand même dans leurs coûts. Les autres, toutes les pharmacies, tous les magasins, ils savent qu'il y a un pourcentage de vol, et puis ils l'incluent dans leur, j'imagine, là, dans leurs prévisions. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que je pense que, mais là, maintenant, depuis la COVID, là, on voit, il y a les Walmart, les Loblaws qui sont beaucoup plus agressifs, là. On est clair, là, on va de plus en plus occuper nos magasins avec des caisses libre-service. Il faut s'attendre à d'autres métamorphoses en terminant sur la technologie, ce qu'il pourrait avoir. Déjà, on comprend qu'il y a moins de bouchées, il y a moins de services, tout est pré-emballé. On a beaucoup travaillé là-dessus, mais est-ce qu'il y a d'autres Ouais. avancées que vous voyez qui pourraient venir changer notre façon de magasiner, de faire l'épicerie? Euh, ben, en fait, c'est justement c'est la sortie du magasin qui est encore un peu un projet à finir là, pour les épiciers. Parce que là, il y a les caisses libre-service, mais il y a d'autres technologies qui s'en viennent qui permettraient à quelqu'un de juste remplir une, un carrosse, là. Puis Mhm. le carrosse va tout calculer à la place du client, puis le client peut juste partir tout simplement, là. Ça existe déjà, il y a des projets pilotes. OK. Il y a tellement de nouvelles choses qui se passent en Europe, en Asie. Mais au Canada, tu sais, on a un hiver. L'hiver est dur. Tu sais, je pense à Québec, par exemple, tu sais, d'avoir un chariot qui coûte 5 000 qu'un ordinateur laissé dans le stationnement à -30 là. Je sais Ça, pas. ça se peut qu'on passe Tu un sais, tour. oui, c'est ça. Non, mais écoute, c'est Exactement. intéressant. C'est un monde en changement. Merci beaucoup, monsieur le Food Professor. Passez une excellente journée. Ça fait plaisir, Gilles. Au Au revoir. revoir. À bientôt.